Bon, blanc après rouge, rien ne bouge, donc vous pouvez rester dans la salle jusqu'à la fin de la séance. C'est la dernière présentation, j'espère qu'il vous reste un petit peu de place. Donc moi je vais vous parler d'un cépage blanc, donc le Gros Mansingh. Donc on a construit un système pour essayer d'étudier des itinéraires de vinification de ce cépage. Bon, tout d'abord, le Gros Mansingh, quelques précisions. Hein, c'est un cépage qu'on aime bien dans le sud-ouest, dans le vignoble du sud-ouest. C'est vigoureux, productif, voilà. À maturité tardive, ça débourre de manière assez précoce. La particularité de ce cépage, c'est qu'il a une capacité à accumuler des sucres et à maintenir également un niveau d'acidité élevé. Ça, c'est vraiment sa caractéristique principale. Alors, dans les vignobles du sud-ouest, du Gros Mansingh, on en a 2900 hectares à peu près, hein, c'est statistique 2010, dans différentes appellations, donc à Jurançon principalement, et aussi en Tursan, Irouléguy, Saint-Mond, Pacherinck, voilà pour les appellations d'origine. Et après, on en retrouve quand même les 2/3 dans la zone de production en Côte de Gascogne, donc des vins sous indication géographique. Voilà. On en retrouve très peu ailleurs que dans notre région. Donc c'était intéressant à travers ce projet de pouvoir faire bénéficier un peu des études complexes sur l'aromatique des vins, hein, pour pouvoir essayer de mieux comprendre ce cépage. Alors, dans le travail qui a été réalisé, on a travaillé sur 3 années, donc c'est intéressant de regarder un peu comment se sont déroulées ces différentes années, hein, ces différentes conditions de production. En termes de climat, on a eu 3 années assez différentes. Hein. En termes de température, c'était nous ce qu'on considère comme un climat chaud pour le sud-ouest, hein, en 2009, frais en 2010, plutôt chaud en 2011. Et au niveau température, c'était plutôt sec 2009. Puis après, des régimes plutôt... Alors, j'ai mis moyen, mais c'est plutôt des régimes de précipitation quand même en 2010 et 2011. Bon, à ces valeurs-là sont ajoutés des indices, hein, qui sont caractéristiques un peu des données climatiques qui permettent de faire des références par rapport au cool climate d'Australie ou du Chili. Voilà. Nous avons fait le choix de travailler sur deux parcelles différentes. Alors, et ces parcelles, on les a choisies en fonction de la contrainte hydrique qu'on pouvait observer sur elles. Donc vous avez là quelques valeurs indiquées, hein, de mesurer en potentiel hydrique, où on a vraiment bien distingué le fonctionnement de ces 2 parcelles. Il y en a une qui était plutôt en contrainte modérée, voire un peu stressante, et puis l'autre qui était en alimentation hydrique non limitante. Hein, voilà. Vous verrez que ça a de l'importance après dans la présence des résultats. Donc comme je disais, ce cépage, une de ses principales caractéristiques, c'est accumuler les sucres en maintenant l'acidité. Donc vous avez un peu les niveaux de production qu'on a observés là sur ces 3 années. Vous voyez que sur les 2 parcelles, si vous regardez le rendement, hein, vous avez entre 2 et 4 kilos, entre 3 et 4 kilos pour une parcelle, et puis entre 6 et 7 kilos pour l'autre parcelle, par souche. Voilà, donc ça fait des productions, on va dire, entre 10 tonnes et 20 tonnes hectares, donc quand même des différences importantes de fonctionnement des parcelles. Au niveau des sucres, on est autour de 200 grammes par litre, donc, ou supérieur. Par contre, toujours des acidités élevées. Hein, ici, vous avez entre 6 et 8 d'acidité pour ce cépage. À observer également au niveau de l'azote des mous, on a un azote assimilable. Donc sur l'année 2009, des mous qui étaient plutôt carencés, autour de 100 mg par litre en azote assimilable, alors que sur 2010 et 2011, on est sur des niveaux plus importants, hein, entre donc 170 et 200 mg par litre. Voilà, pour fixer un peu les paramètres. Donc ça concerne les parcelles. Donc vous avez vu les millésimes, les parcelles, et puis maintenant donc les facteurs de variation au niveau des itinéraires de vinification. Une vinification témoin en blanc, donc c'est une vigne qui a été... Pardon, on a tous des problèmes de voix à l'IFV. Donc une vigne qui a été grappée avec et pressée plutôt en pressurage direct, un débourbage rapide et une fermentation conduite à 17 degrés. Je ne parlerai pas de souche de levure, hein, on a travaillé à souche de levure constante sur ce dispositif. On connaît l'impact des souches de levure sur la révélation des composés aromatiques. Donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler sur les itinéraires. Donc les sources de variation, bien la macération pelliculaire, donc un procédé où on a travaillé sur un couple à peu près 18 heures de macération à 16 degrés,
Voilà pour ce qui distingue l'itinéraire macération par rapport aux témoins. Après, nous avons travaillé également sur la stabulation sur bourbe à froid. Donc ça, c'est une technique qui est très utilisée. On n'a pas trop de données sur les impacts réels, mais dans la pratique, on sait que c'est intéressant. On arrive à générer des vins aromatiques avec cette technique. Donc c'était intéressant de pouvoir mettre en face des dosages de composés aromatiques. Donc là, on a fait 2 semaines à froid, 2 semaines à 3 degrés sur bourbe totale. Voilà. Et après, un autre itinéraire où on a cherché à faire de la fermentation malolactique, donc sur les vins, pour vraiment décaler des profils, chercher d'autres profils aromatiques des vins. Alors les vins ont été mis en chambre à 20 degrés, donc après fermentation alcoolique, ensemencés, et maintenus sur lit au moins 8 semaines. Voilà, avec, vous verrez plus tard, fermentation malolactique a été difficile à être réalisée, donc on a maintenu quand même les vins pendant 8 semaines, même si les fermentations ne se sont pas enclenchées, ce qui a eu un impact, on va le voir après. Donc voilà un peu pour les itinéraires et les variations qu'on a pu faire sur ces vins de Manseng. Alors, résultats, de manière générale, résultats généraux, donc par ACP, on a, quand on regarde les analyses des vins, donc vous avez ici les différentes analyses habituelles qu'on fait sur les vins. On a les individus, donc ce qui correspond en fait à un millésime, une parcelle, un itinéraire de vinification. Eh bien, on a un axe ici, degré acidité qui se dessine, et on voit que les vins se projettent vraiment en fonction des millésimes et des parcelles, voilà, plus qu'en fonction des itinéraires. On a donc ici le millésime 2009, ici sur une parcelle, ici le millésime 2010 sur une autre parcelle. Ici vous avez les 2 millésimes, les 2 parcelles sur le millésime 2011 qui sont regroupées ici, vous voyez, et une distribution suivant cet axe. Donc un impact très fort du millésime que l'on attribue certes peut-être aux pratiques culturales, mais on était quand même en conditions assez standards, donc un effet que j'attribuerais plus au climat, et notamment aux variations climatiques observées. Voilà. Si on regarde les impacts de ces techniques des itinéraires de vinification plutôt sur ces paramètres classiques qu'on observe sur les vins, on retrouve des choses qu'on connaît au niveau de la macération, on diminue l'acidité, donc c'est intéressant la macération pour ce cépage, le Gros Manseng qui est plutôt acide. On a là un moyen de diminuer un petit peu l'acidité avec les techniques de macération. La stabulation sur bourbe, on n'observe pas d'effet sur les paramètres classiques. Et effectivement, étant donné qu'on a quand même eu pas mal d'échecs au niveau fermentation malolactique, donc réalisation complète de fermentation malolactique, là encore, peu d'effets. On aurait pu attendre des effets sur l'acidité, mais on a eu peu d'effets avec cette tentative de mise en FML. Donc voilà pour les résultats des analyses de vin. Au niveau aromatique, donc dans le projet, vous avez vu dans les présentations précédentes, on avait 78 composés odorants qui ont été donc analysés à Saragosse. Si on regarde le cas du Gros Manseng, sur ces 78 composés, on peut sortir 27 composés dont les concentrations étaient supérieures au seuil de perception. Voilà. Et si on essaye de sélectionner un peu plus, dans ces composés au-dessus du seuil de perception, il y en a qui sont très près du seuil de perception, voilà, inférieur à 5 par exemple, donc on les a éliminés. Et puis également, on a des composés qui sont au-dessus du seuil de perception, mais qui ne varient pas en fonction des parcelles, des millésimes et des itinéraires. Donc ceux-là, on les a éliminés aussi, et on a donc sélectionné 18 composés, donc avec des unités d'odeur supérieures à 5 fois le seuil de perception, et puis une variation d'au moins 30% de ce composé en fonction des itinéraires réalisés. Alors, si on regarde en termes de famille chimique les résultats, donc sur ces 18 composés, on a les esters éthyliques qui sont importants, les acétates d'alcool supérieurs. Ça représente là une bonne partie, presque la moitié des échantillons. On a 6 thiols différents analysés qui sont également présents au-dessus de leur seuil de perception.
et puis 2 acides gras, un aldéhyde et puis un non-isoprénoïde. Voilà, pour une présentation régionale. Générale. Au niveau des répartitions, donc vous avez ici ester éthylique et acétate observés. On en a deux principaux qui varient. Donc c'est l'hexanoate d'éthyle et l'octanoate d'éthyle qui sont les principales variations, et l'acétate d'isoamyle, qui sont les principaux composés qui varient dans ces familles odorantes fruitées. Si on prend acide et aldéhyde, donc là, vous voyez, on est donc sur des composés plutôt à odeur lactée beurrée, qui apparaissent de manière importante. En termes, donc l'échelle présentée, c'est les unités d'odeur. Donc vous voyez ici, on est à une trentaine d'unités d'odeur. Ici, on est sur des données qui vont jusqu'à 100 ou 150 fois le seuil de perception, donc très impactantes. Voilà. Dernière famille, en termes de non-isoprénoïdes, c'est la bêta-damascénone qui est sortie de manière significative dans les données. C'est un composé qui est très intéressant. On va voir un peu plus loin sur quel type d'itinéraire. Autre apparition, donc l'éthiol dont on a parlé pas mal aujourd'hui ici, 3MH, 4-MMP, acétate de 3MH, et puis également l'éthiol plus on va dire à odeur fumée ou torréfiée ici, donc furfurylthiol, bien que les vins ne soient pas boisés, et puis le méthylfurantiol, odeur fumée, qui lui également est pas mal impacté en fonction des itinéraires. Voilà. Donc, si on regarde de manière générale maintenant l'impact des composés aromatiques en fonction de notre système, millésime, parcelle et itinéraire, encore une fois, donc sur un ensemble de variables représentées par les composés aromatiques, on a des individus qui se regroupent par millésime, donc un effet millésime extrêmement dominant, et même sur la composition aromatique des vins. Vous avez ici les millésimes 2010 et 2011 qui se situent sur un axe plutôt vertical, qui est représenté par ici, qui est plutôt orienté avec nos esters et acétates. Et puis vous avez le millésime 2009 qui, lui, se projette plutôt sur un axe horizontal, ici avec le méthylfurantiol, justement, et des compositions un peu fumées. On peut rapprocher également cet effet millésime de la présence d'azote dans les mots, encore une fois. Sur 2010-2011, on est plutôt sur des mots qui sont riches en azote. 2009, c'est un mou... on a observé des mots plutôt carencés. Donc voilà. À noter cette répartition par millésime quand même, plus que par parcelle, alors que vous avez bien vu qu'il y avait des écarts importants entre les rendements des parcelles, entre 4 et du simple au double, pratiquement sur ces parcelles, et également les itinéraires de vinification. Voilà. Si on regarde, si on s'intéresse aux parcelles, donc vous avez ici notre première parcelle, 3-4 kg par souche. Ce qu'on peut observer sur ces parcelles-là, c'est une augmentation des esters éthyliques par rapport à l'autre parcelle. Vous voyez, sur les 3 millésimes, si on somme un peu les quantités d'esters observées dans ces parcelles, à chaque fois on a un gain d'à peu près 20% en fonction des parcelles. Et puis sur la deuxième parcelle, l'effet dominant, c'est la présence de thiols variétaux. Et donc une parcelle, la parcelle B, une parcelle sans contrainte hydrique, assez productive, a produit dans l'ensemble plus de thiols fruités, donc que ce soit 3MH ou acétate de 3MH que la précédente. Ça rentre tout à fait dans ce qu'on connaît empiriquement sur le cépage Gros Mansingue, où ces notes thiolées sont plutôt exprimées dans les parcelles qui souffrent peu. Si on regarde maintenant les itinéraires de vinification, donc par rapport aux témoins, au niveau des améliorations, la macération pelliculaire, impact intéressant sur l'acétate d'isoamyle, la bêta-damascénone. Voilà les deux molécules qui sont impactées par cette technique, alors qu'on a observé une diminution au niveau de l'hexanoate d'éthyle. Au niveau de la stabulation, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est vraiment les effets très marqués sur les thiols, et notamment l'acétate de 3MH. Dans la stabulation sur bourbe a permis une augmentation très importante de l'acétate de 3MH dans les vins. Donc, là encore, une
itinéraire de vinification intéressant si on veut développer ce type de profil sur ce type de vin. Voilà. Au niveau des fermentations malolactiques ou des tentatives de mise en fermentation malolactique, donc en fait on a fait de la conservation sur lit pendant 2 mois des vins sans protection, hein, à 20 degrés. Voilà. C'est plutôt ça notre itinéraire que réellement de la fermentation malolactique. Et là on a impacté assez fortement les thiols un peu réducteurs, donc le 2-méthylfuranthiol et le furfurylthiol qui ont augmenté. On a diminué la présence d'acétadizoamyle. Donc ça, c'est les résultats qui sont significatifs, hein, en test statistique. Voilà. Donc voilà pour les impacts sur les composés aromatiques. Maintenant, on va passer à la dégustation. On ne va pas aller dans les détails, mais la façon dont on déguste les vins blancs ici à l'IFV Sud-Ouest, on fait des analogies par rapport à la présence des composés aromatiques ou à des perceptions supposées des composés aromatiques dans les vins. Donc on va décrire les vins sur le fruité thiol, sur le végétal thiol, sur le fermentaire, sur le truffé, donc en évoquant des notes qui peuvent nous rappeler la présence de molécules. Voilà. Et également des notes boisées. Voilà. C'était bien de le préciser. Alors si on regarde les résultats de dégustation, donc là, donc, ce que je vous présente, c'est les effets significatifs en 3 étoiles à 1%, 1 étoile 5%, sur les différents descripteurs et en fonction des différents facteurs étudiés. Alors si vous regardez l'effet millésime, eh bien là encore, on retrouve, comme dans le cas ici, je vous ai remis l'ACP par rapport aux composés aromatiques, en dégustation, on retrouve énormément de descripteurs, 12 sur 15, qui sont impactés en fonction des millésimes. Donc on distingue vraiment les vins par rapport à ça. Et vous avez donc une grande partie des composés qui sont impactés de manière très significative, et tous les composés en bouche, par exemple. Voilà. Si on regarde les effets parcelles, entre les 2 parcelles, bien, on voit que donc, on peut relier ça au dosage des molécules, hein, notamment de thiol dans les vins. Les vins donc, issus de la parcelle Gros 5 qui est la plus productive, hein, où les conditions sont non limitantes, ont donné des vins certes plus acides, plus amers, mais également plus thiolés de manière très significative, hein, sur le descripteur fruité thiol. Voilà. Maintenant, en termes d'itinéraire de vinification, on retrouve le fruité thiol qui est l'intensité du fruité thiol donc est très significativement impactée, sur 2 techniques, la macération pelliculaire et la stabulation. Voilà. Les descripteurs truffés boisés, hein, sont impactés par les mises en FML des vins. Donc en relation avec la présence, avec les dosages de méthylfuranthiol et puis de furfurylthiol certainement. Voilà. On a diminution de l'acidité, donc qui est perçue en bouche, hein, qui est mesurée à l'analyse et qui est également perçue en bouche. À noter également que la stabulation sur bourbe a enrichi l'intensité aromatique des vins en bouche, voilà, par rapport aux autres vins. Donc un effet intéressant de cette technique de vinification. Voilà. Donc si on conclut par rapport à cet essai, et en se concentrant sur les itinéraires de vinification, la macération pelliculaire pour le Gros 5, eh bien oui, hein, on a une amélioration nette du fruité, on augmente les thiols, on augmente les esters et les acétates à odeur fruitée, on augmente également la présence de bêta-damascénone. On a vu ce matin, hein, que c'était un composé qui permettait d'être exhausteur également, hein, du fruité, donc une technique qui semble très intéressante pour ce cépage. Si on veut faire des vins qui sont orientés sur les profils thiol marqués, eh bien on peut conseiller la stabulation sur bourbe, hein, on a obtenu des résultats très intéressants, et notamment sur l'acétate de 3MH. Voilà. Au niveau des fermentations malolactiques, là on est un peu plus nuancé, on a eu des échecs de mise en œuvre, hein, en relation avec le pH des vins qui était très faible, et sans doute aussi présence de SO2 peut-être, hein, voilà, donc ça a été assez difficile. Par contre, on voit bien que cette technique d'élevage sur lit, hein, à température un peu élevée, sans protection, a permis de générer des composés soufrés qui peuvent être intéressants si on arrive à maîtriser les autres odeurs, on en a un peu parlé ce matin, associées à la réduction. Voilà. Et on peut
on peut obtenir des vins qui sont sur des profils un peu plus fumés, et on peut très bien imaginer qu'associer ce type de profil avec du bois, par exemple, hein, peut permettre de construire des profils de vins un peu originaux et différenciés avec ce cépage. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je finirai par les remerciements. Le vigneron qui nous a mis à disposition les parcelles et les groupes coopératifs avec lesquels on a travaillé. Hein. On a à peu près mis en œuvre 3,5 tonnes de raisins pour ces essais. Donc, merci à eux de nous mettre à disposition la vendange. Voilà. Merci de votre attention.